Je suis propriétaire de mon actif. Je rappelle un truc très 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 important. Vous n'êtes pas propriétaire de votre argent sur votre compte bancaire. Ça n'est pas votre pognon. C'est important, Gustave, de le rappeler. Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de La Forge. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel. C'est notre premier invité qui est à la fois expert de la finance et entrepreneur. Karl, bonjour. Bonjour Gustave, merci. Ça fait très plaisir de t'avoir sur ce format. Je suis partagé. Je suis ravi d'être là. Trop cool. Donc l'idée, ça va être de découvrir un petit peu ceux qui ne te connaissent pas encore, découvrir ta vie d'entrepreneur et surtout se servir un petit peu de ta trajectoire, de ta carrière pour voir comment tu es passé en fait de la finance traditionnelle à la crypto. Avec plaisir, on est là pour ça. Ça marche. Ok. Donc moi, évidemment, tu me connais un petit peu. Je suis très passionné par l'entrepreneuriat en général. Donc j'ai été regarder un petit peu comment tu avais commencé ta carrière, comment tu étais arrivé dans la finance au départ et surtout dans l'entrepreneuriat. Donc est-ce que tu peux nous refaire ton parcours un petit peu pour qu'on s'y retrouve? Comment tu arrives là-dedans? Alors, école de commerce, je pars aux États-Unis à l'âge de 20 ans. Dans la dernière année, j'ai fait l'ISG, comme ça c'est pas un secret. Et dernière année à l'ISG, tu pars aux États-Unis quand tu fais le cursus international et il fallait faire un stage pour valider ton parcours, ce que tu fais dans une école de commerce. Et moi, je voulais pas faire de stage, je voulais vivre le rêve américain et monter une boîte. Mais j'avais 20 ans, donc j'étais très immature, je savais pas du tout comment. Et comme je parlais bien anglais, j'ai dit à mon directeur d'école, je lui ai dit écoute, moi je veux pas faire de stage, trouve-moi quelque chose pour que je monte un business. Et il me présente un ancien de l'école qui venait quelques jours après à New York pour un salon professionnel pour vendre des ordinateurs. Et il me dit ce mec-là cherche un vendeur pour lui filer un coup de main sur le stand. Donc je dis banco, j'y vais. Et donc j'ai fait ça pendant un week-end avec lui. Et à la fin du week-end, il me dit écoute, ça s'est super bien passé, t'as vendu plein de machines. Je reviens dans 3 semaines pour un salon à Las Vegas. Est-ce que ça te dit de refaire l'affaire avec moi? Et je dis non, moi je vais pas refaire l'affaire avec toi. Je vais devenir ton revendeur exclusif aux États-Unis. Et ça a été ma première expérience. Donc là, t'as 20 ans. J'ai 20 ans. C'est la folie. Hein. C'est vraiment le vrai rêve américain quand on est jeune à New York, parce que c'était complètement dingue. Et puis, c'est pas drôle, le drame, c'est les attentats du 11 septembre, parce que mon bureau est au 33e étage de la tour du World Trade Center, tour 1. Par chance, Dieu merci, je n'y étais pas. Et donc, je perds tout, notamment et en particulier mon stock. Dieu merci, personne du bureau n'y était. Et je rentre en France, à Paris, avec une main devant et une main derrière, parce que j'ai tout perdu. Et là, il faut retrouver du boulot. Alors, t'as pas connu cette époque, mais à l'époque, on prenait les pages du Figaro et on regardait les petites annonces. Il y avait pas les job boards sur Internet encore. Et donc, je vois une annonce pour un cabinet de recrutement. Donc, je me lance dans le recrutement. Et comme j'avais fait des études de commerce-finance, je commence à recruter des CGP pour des cabinets de gestion de patrimoine. Et là, on est tout début des années 2000. Et puis, très rapidement, au bout de 2-3 mois, je me rends compte que ces mecs-là que je recrute, je les vends à des cabinets qui fonctionnent très bien, qui gagnent beaucoup d'argent et qui se développent très bien. Et donc, très rapidement, je me dis, je vais arrêter de recruter des gars pour les autres, je vais le faire pour moi-même. Donc, je crée un business plan et c'est là que j'ai rencontré mon associé avec qui on a... Attends, donc t'es chasseur de tête, oui. Tu t'es donc collé un petit peu à tu découvres ce marché des CGP. C'est quoi ton regard quand tu le connaissais un peu le marché? Comment tu l'appréhendes en fait à ce moment-là? Il est comment ce marché des CGP? Alors pas du tout, je le connaissais pas parce que moi j'ai vraiment fait mes premiers pas dans le business et les affaires aux États-Unis dans l'optique. Donc ça n'avait rien à voir, c'était du commerce mais c'était dans l'optique. Et quand je rentre, on me forme aux techniques de recrutement, mais un recruteur, un chasseur de tête, il est vendeur auprès d'une entreprise et il est vendeur auprès d'un candidat. Donc il est intermédiaire entre les deux parties. Et donc je me forme pour comprendre le métier de CGP, donc pour poser les bonnes questions, mais au début tu y vas un peu à tâtons, puis quand on a fait 200, tu commences un peu à comprendre ce qui est en train de se passer. Et concomitamment à cette analyse un peu simpliste du marché, je comprends qu'on est à l'aube d'une transition de la profession, puisqu'en gros, moi j'avais l'image du banquier, il y avait le notaire, le médecin et le banquier. Et puis il y a ces cabinets indépendants, généralistes, avec des architectures plus ou moins ouvertes, qui sont en train d'arriver en France. Alors c'était très développé aux États-Unis avec le Financial Advisor, mais en France ça arrivait, c'était naissant, c'était balbutiant. Et puis rapidement, je me rends compte que c'est pas très compliqué, d'autant qu'à l'époque, je te parle de ça il y a 20 ans, la réglementation, la conformité, les accréditations étaient beaucoup moins contraignantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Alors j'ai pas connu l'époque où on vendait des contrats d'assurance vie en espèces. Les anciens te racontent ça, ils allaient voir les commerçants et ils partaient avec des mallettes de cash. Mais c'était encore très simple, c'était très facile, les affaires étaient beaucoup plus simples. Et donc rapidement, je crée un business plan en me disant, je vais monter mon cabinet de gestion de patrimoine, j'ai le diplôme pour, j'ai les compétences intellectuelles pour, il n'y a pas de raison que je le fasse pas
pas pour moi. Et je voulais pas le faire à Paris parce qu'il y avait quand même une concurrence importante à l'époque. Et donc, je fais une étude de marché sur plusieurs villes et je décide de partir à Bordeaux. Donc, on s'installe en 2005 avec mon associé de l'époque. Et à l'époque, on fait de la gestion de patrimoine classique. Donc, costume, cravate, parquet, moulure, cheminée. Et puis moi, j'ai vite le cou étriqué. Donc, je me dis, je vais tomber la cravate parce qu'elle m'énerve. Et je commence à prendre conscience que ce dont le marché a besoin, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs du système bancaire classique. Donc, il faut commencer à réfléchir à un début de disruption de marché. Donc, on commence à aller chercher des produits un peu alternatifs, des produits originaux, apporter une valeur ajoutée dans notre offre. Et puis petit à petit, rapidement, on construit une identité, mais qui reste encore très traditionnelle. Qu'est-ce qui cherche le client à ce moment-là Qu'est-ce qui fait que toi, ton discours il est audible? Qu'est-ce que les gens voulaient à ce moment-là comme produit d'épargne en fait? On est en 2006, 2007. Le réflexe d'aller voir sur Internet pour comparer les avis clients, etc. Tout ça, ça n'existe pas encore, d'accord? Donc, à cette époque, le client, il a besoin de compétences qu'il ne trouve plus dans les banques, clairement, parce que c'est un schéma très fermé avec une compétence disparaissante, on va dire. Donc, il veut de la compétence et il veut surtout avoir le choix. D'accord? Donc il faut avoir une très grande technicité, donc avoir une vraie connaissance macro des différentes classes d'actifs que tu travailles, et puis surtout avoir des éléments différenciants. Mais des éléments différenciants, commencer à l'époque par le dire, ben moi j'ai 5 contrats d'assurance vie différents. Ça suffisait à l'époque. Maintenant ça suffit plus. Mais ne serait-ce que d'avoir une architecture un peu ouverte nous différenciait. Et puis donc l'activité se développe, on passe de 2 à 5, à 7, à 8, à 10 personnes. Et puis en 2010, je lis le bouquin de Pierre Kosciusko-Morizet, qui raconte l'histoire de Price Minister, et tout d'un coup, il y a une espèce de révélation, Dieu me tombe sur la tête, et je dis à mon associé en plein mois d'août, Stéphane, il faut qu'on aille sur Internet. Il faut qu'on mette notre métier sur Internet. Price Minister, pour ceux qui connaissent pas, c'était un des plus premiers gros succès web français. C'est l'Amazon français de l'époque, racheté par Rakuten. Alors maintenant, on a ses discounts, etc. Mais c'était des marketplaces, des places de marché, où tu pouvais acheter notamment hi-fi, électroménager, les DVD, les bouquins, etc. Donc c'était comme Amazon. C'est un des premiers entrepreneurs web qui vend sa boîte, je crois, 150 millions. 150 millions à Rakuten. Et alors ce qui est drôle, c'est que Pierre Kosciusko-Morizet raconte que lui aussi fait ses classes aux États-Unis. Il y avait un site dont le nom m'échappe qui l'avait inspiré, et il revient en France avec cette idée, et il galère à l'époque. Il raconte dans son bouquin que pour relever 50 000 francs, c'est-à-dire 8 000 euros, il galérait à mort pour lever 50 000 francs, parce que les business angels ou les fonds d'investissement à l'époque comprenaient pas comment tu pouvais faire du business en ligne de cette manière-là. On connaît l'histoire, hein. D'accord? Quelques années après, les Coréens pragmatiques ont racheté ça pour 150 millions d'euros. Donc tout d'un coup, je prends conscience que on est à l'aube, à ce moment-là, en 2010, d'une révolution dans la manière de consommer les produits et les services financiers, et ça va se faire par le canal web. Et le canal web, c'est pas simplement une mise en relation avec un client, c'est adopter les codes du e-commerce. Adopter les codes du e-commerce. Je te parlais de la notation client, des notes, des commentaires. C'est une pratique folle à l'époque. C'est-à-dire, ça ne se fait pas. Enfin, c'est inenvisageable, car tu peux pas faire noter tes clients. Ils vont te tirer dessus au fusil. Et ben, ça a été le début de la création de la marque Netinvestissement. C'est le premier qui, à un moment donné, dit notez mon service. Quoi. On est les premiers en France. C'est en 2012, je crois, que j'ai l'idée de mettre les avis clients sur le site, contre l'avis de tous mes partenaires fournisseurs qui me disent mais tu peux pas faire ça. On peut pas noter un médecin, on peut pas noter un avocat, on peut pas noter un CGP. Voilà, so what? Et ben je l'ai fait quand même, et ça a été, du coup on a été très pionniers. Alors, bizarrement, tout le monde derrière a suivi, et maintenant c'est une norme. Maintenant c'est une norme dans tout ce qu'on consomme sur Internet, y compris dans les produits et services financiers. Donc Netinvestissement à la base, c'est mettre la gestion de patrimoine en ligne, ouvrir un petit peu, la rendre accessible. En fait, comprends bien que en 2006, l'image du CGP, c'est si t'as pas 30 millions d'euros, t'y as pas accès. C'est très élitiste. C'est perçu comme réservé à une minorité très nantie, d'accord? Et moi je dis, il faut casser ça. C'est pas parce que t'es pas milliardaire que tu peux pas avoir accès à de la compétence et à une architecture ouverte. Donc on veut démocratiser, on veut dépoussiérer. Et à l'époque, notre pitch, c'était Netinvestissement, le premier site qui dépoussière le conseil en gestion de patrimoine. Et donc à partir de cet ADN natif, on se crée une identité. Où moi je tombe, parce que je suis plus à l'aise dans un jean et en t-shirt, on tourne ça en disant l'habit ne fait pas le patrimoine, c'est pas parce que t'es en costume cravate que t'es compétent, on va être hyper compétent, mais on va être surtout nous-mêmes, et on veut ressembler à nos clients.
On veut ressembler à monsieur et madame tout le monde. Donc notre cible de clients chez Netinvestissement est hyper large, d'accord? On a des gens extrêmement fortunés puis des gens beaucoup plus modestes, mais ils ont accès au même niveau de qualité de service et au même catalogue de solutions de produits. Et il est là le succès. C'est qu'en fait, on n'avait pas de produit maison, on n'était pas représentant d'un assureur ou d'un promoteur ou d'un opérateur de SCPI. On lui disait, on va faire une consultation ensemble, on va faire une prescription médicale et on va être et le médecin et le pharmacien. Mais la molécule qu'on va choisir pour votre mal, il sera différent de celui d'avant et de celui d'après. Et cette personnalisation grand public, on faisait pas du sur-mesure, c'était pas on faisait pas du family office, si tu veux, mais notre positionnement était le meilleur du CGP, accessible au grand public. Et le succès, du coup, Netinvest, quand vous le lancez, il est immédiat ou il y a un temps quand même d'adoption Tu sais, quand tu te lances sur un marché, il y a ce terme qu'on appelle le time to market. Le time to market, il est hyper important parce que si tu arrives trop tard, c'est trop tard. Mais si tu arrives trop tôt, tu peux te griller tes ailes et ou consommer ton cash. D'accord? Et nous, au début, les 2-3 premières années, on a, comme on avait notre activité de gestion de patrimoine traditionnelle, tous les gains, on les réinjectait dans Netinvestissement, qui était une pompe aspirante de cash, parce qu'il faut investir beaucoup d'argent pour son site, pour sa techno, pour ses équipes informatiques, qui sont pas des pôles directement générateurs de cash. Je connais le sujet. Je sais que tu connais le sujet. Donc c'est un vrai investissement, mais c'est la métaphore de l'agriculteur qui plante sa graine. Ça lui fait pas des pommes tout de suite. Il faut attendre plusieurs années. Il faut s'occuper de sa petite pousse, qu'elle grandisse, jusqu'à ce que ton pommier te génère des tonnes de pommes. C'est quoi le moment un peu de rupture où là tu dis ok, j'avais vu juste ou on avait vu juste le moment un petit peu de traction. Là, je vais te raconter une anecdote, Gustave, qui est très drôle. C'est à l'époque, il y a Alta Profit qui existe déjà. Donc, c'est les débuts de l'assurance en ligne. Donc, avec du 0% partout. D'accord? Donc, je collecte du fonds euro et 0% partout. Okay. Je sais pas où est la marge, mais bon. Donc, c'était l'époque des sites d'assurance en ligne. Mais vendre de l'immobilier sur Internet, c'était comme au 19e siècle quand on disait un jour l'homme va aller sur la Lune. Enfin, c'est impensable. Et un jour, je me souviens très bien, il y a un type qui appelle au téléphone. Ça fait 1 an ou 2 que le site est lancé, il appelle, il dit voilà bonjour, j'ai vu sur votre site que vous aviez tel programme en démembrement à Paris, je me souviens très bien, est-ce qu'il vous reste un lot? Mais, il est 19h que le mec appelle, donc on se connecte en live, on regarde, oui, il reste le lot 14 et le lot 22, ok, vous pouvez m'envoyer les plans, on lui envoie les plans, 15 minutes après il rappelle, il dit c'est bon, je prends le lot 14, 700 000 euros, 700 000 euros d'immobilier cash en démembrement, on n'a jamais vu le client. Il a tout fait en dématérialisé, il a été chez le notaire tout seul, et ce jour-là, j'ai pris conscience que notre niveau de maturité à nous était inférieur au niveau de maturité potentielle du marché. Et j'ai compris qu'il y avait un shift qui venait de s'opérer là, c'est qu'en fait, le marché, il était prêt. Parce que tu sais ce qu'on dit, si ça marche une fois, c'est que ça peut marcher une fois. Ça a marché. Et on n'a pas vendu une broutille. 700 000 euros, c'est beaucoup d'argent quand tu achètes de l'immobilier par téléphone. Et à partir de là, c'est devenu une pratique normale, et nous-mêmes, nous sommes habitués à cette pratique, on va dire dématérialisée, même s'il nous arrivait bien sûr de voir nos clients, et bien finalement on s'est habitué à travailler comme ça à distance avec les moyens technologiques qui nous permettent de le faire. Ok, passionnant. Et après, je pense que le succès de Netinvest, ça a aussi été un accent qui a été vraiment mis sur la création de contenu. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur cette stratégie? Vous l'avez vu dès le départ Dis-toi bien que moi, quand je dis à Stéphane, on va sur Internet, je sais pas ce que c'est qu'HTTP et un code, c'est du chinois ancien pour moi, d'accord? Mais j'ai une vision du consommateur et j'ai une vision du marché et de son attente. Donc je dis à Stéphane, voilà, il faut qu'on recrute un mec qui est un spécialiste du développement, ce qu'on appelle le SEO maintenant, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, en tout cas un spécialiste du référencement. Donc on trouve un gars qui est encore ici, qui est encore chez Netinvestissement, qui est actionnaire maintenant, et qui nous dit, voilà les garçons, pour vous développer sur le web, il y a 2 manières. Soit vous payez de la pub, le SEA, donc tu payes, puis quand tu débranches, il n'y a plus rien. Soit tu fais du SEO. Le SEO a l'avantage d'être vertueux, la métaphore de ma petite graine. Ça va se diffuser, puis ça va se solidifier dans le temps, mais ça prend du temps. Donc c'est consommateur de cash. Et comme on n'avait pas d'argent pour faire de la pub, on va faire nous-mêmes le contenu. Et donc j'ai dû écrire, sans te mentir, Gustave, peut-être 4000 pages ou 5000 pages avec mes petits doigts. Donc je passais mes week-ends et mes vacances à écrire du contenu. Et petit à petit, Google commence à nous reconnaître comme un référent, puis un expert, et te fait remonter dans le sacro-saint première page de Google, puis dans le top 5, puis dans le top 3. Et Netinvest est dans le top 3 sur 200 mots-clés dans notre écosystème. Mais ça nous a pris 10 ans. Sauf que détrôner cette place maintenant, c'est très compliqué.
Et donc les racines du contenu, il y a 27 000 pages maintenant sur Net Investissement. Nos collaborateurs, les conseillers de Net Investissement sont des contributeurs, des rédacteurs aussi de contenu, parce qu'à la fois ça leur permet de faire tourner leur intellect et de se tenir au courant de l'information et de participer au maillage du SEO et donc du référencement sur Google. Ça a été un des éléments clés. Le deuxième, ça a été de mettre l'accent sur la marque. D'accord ? Il faut que les gens aient confiance en Net Investissement. Pas simplement parce qu'on est très sympa, mais c'est parce qu'il faut ils aient confiance. Donc, t'as confiance comment ? Notoriété de marque par les avis clients, les commentaires. Et on a eu la chance de pouvoir mettre un pied chez BFM, et ça fait plus de 10 ans maintenant. Et de ce premier passage, BFM nous a ouvert les portes des médias. Et quand tu es très présent dans les médias, ça assoit aussi, ça te permet d'asseoir ta réputation. Et puis après, comme on faisait du bon travail, ça s'est fait naturellement. Ok. Donc les clés c'est SEO et RP en fait, organique quoi. SEO, ouais, de toute façon on l'a fait organique. L'avantage de l'organique c'est que c'est très prime, c'est hyper pur, c'est très qualitatif. Le SEA, et d'ailleurs on n'a jamais fait de SEA parce que je trouve que c'est beaucoup trop sommaire, c'est-à-dire que tant que tu injectes du cash, tu génères du client qui est souvent soit un touriste, soit quelqu'un qui passe comme ça au hasard, alors que quand tu constitues ta communauté, elle est captive et elle est fidèle. Et c'est donc durable dans le temps. Et ce que je recherche une entreprise, c'est sa pérennité. Donc un très beau succès qui finalement vous conduit à vendre Net Investissement, en tout cas en grande partie, à un très grand groupe de la gestion d'actifs en France qui s'appelle le groupe Primonial l'année dernière, c'est ça ? Décembre 2020. Décembre 2020, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et toi, à ce moment-là, progressivement, en tout cas, tu t'éloignes un petit peu de cette marque et tu vas faire un choix qui est pas commun, puisque tu vas faire le choix de lancer une activité en dehors de la finance traditionnelle dans les crypto-actifs. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette deux transition. choses. C'est effectivement comment on fait cette transition et surtout, est-ce que tu fais cette transition, peut-être j'ai commencé à avoir cette question volontairement un petit peu piquante, mais est-ce que tu fais cette transition parce que tu vois un petit peu ChatGPT arriver et disparaître de la profession de conseiller en gestion de patrimoine traditionnel, ou juste t'es ce qu'on appelle un cryptophile ou un crypto-bro, si j'ose le terme? Je le suis maintenant, mais je l'étais pas à l'époque. Parmi mes fonctions chez Net Investissement, d'abord je continue encore à avoir un pied chez Net Investissement parce que c'est mon enfant de cœur, hein, évidemment. Mais parmi mes missions, je devais en permanence faire une espèce de veille. Enfin, je m'imposais une veille de marché. Quand je dis une veille de marché, c'est-à-dire de chercher toujours la nouvelle tendance, le nouveau produit, le private equity par exemple, qui est devenu maintenant un véhicule tout à fait usé, habituel et commun, on va dire, dans la gestion de patrimoine. Il y a 10 ans, c'était balbutiant. Tu vois, il y a comme ça des nouvelles classes d'actifs le crowdfunding par exemple, c'est pareil. Donc t'as des classes d'actifs, des tendances, des évolutions, et je voulais toujours avoir le coup d'avance, toujours être, alors pas bêtement le pionnier, parce que parfois tu peux te planter, mais ne jamais me laisser dépasser par le marché. En tout cas, savoir ce qui se passait, quoi. Toujours. Donc je passais beaucoup de temps à regarder un peu en veille ce qui se passait. Et à partir de tout début 2019, j'entends parler de la crypto-monnaie, parce que je me nourris beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, en macro, hein, en général. Et puis une fois, 2 fois, 3 fois, j'entends des gars parler de crypto sur YouTube, parce que je regarde beaucoup de contenu sur YouTube. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'on m'en avait parlé, j'avais rien compris il y a 10 ans, malheureusement. Et donc je commence à me mettre le nez dedans, et je comprends à ce moment-là que c'est pas simplement le Bitcoin, c'est qu'on est en train de vivre une rupture majeure, sociétale, mondiale majeure, de la finance traditionnelle fiduciarisée vers une désolidarisation de la centralisation vers la décentralisation. D'accord? Donc là, je prends conscience d'un changement de paradigme mondial. D'accord? Et donc je me dis, il faut absolument que Net Investissement propose de la crypto. Mais je me rends compte que c'est hyper compliqué, qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques, il faut être super vigilant, je protège à mort ma communauté de clients. Donc je me dis, attends, d'abord tu vas te nourrir toi. Et j'ai passé des heures carrées à apprendre pour comprendre, pour mon plaisir intellectuel, et puis surtout pour être armé demain. Entre-temps, Primonial nous rachète, et Primonial, c'est un groupe de 1200 salariés, avec des investisseurs institutionnels très importants, et la transition vers la crypto-monnaie, elle est
c'est un super tanker primonial, si tu veux. Donc l'inertie est plus importante. Moi, je suis un petit hors-bord agile, donc je peux prendre mon virage beaucoup plus rapidement. Et entre-temps, je me passionne pour cette classe d'actifs, qui accessoirement m'a fait gagner aussi beaucoup d'argent. Et donc, je me dédie maintenant complètement à cette classe d'actifs. À quel moment, parce que en fait, souvent la crypto, elle a été, quand on pense crypto, on pense millénial, on pense génération Z, on pense en fait gens qui ont peu d'argent au départ et qui vont chercher la part du gain. Toi, t'as un business hyper établi, t'as déjà fait un exit. À quel moment on se dit, j'ai besoin d'aller sur cette classe d'actifs, hein? C'est quoi le déclic? Parce que si tu veux, normalement, toi, tu fais partie de celui qui est dans sa zone de confort et qui doit y rester. Qu'est-ce qui fait que tu sors de cette zone de confort et qu'est-ce qui fait que tu y vas? C'est pas du tout pour l'appât du gain. C'est parce que c'est une évidence et que je me mords les doigts d'être passé à côté d'Amazon quand ça valait $10. Je me dis maintenant que j'ai l'impression d'avoir une vision très claire de la manière dont la finance va évoluer, dont les monnaies vont évoluer, dont la manière qu'on a de consommer les produits financiers vont évoluer. Je ne peux pas me permettre de passer à côté de la révolution des cryptos. D'accord? Donc je vais y aller. Et je vais y aller vraiment. Et comme je le dis souvent, moi ce sera pour mes enfants. D'accord, ce sera même pas, je n'utiliserai pas ces crypto-monnaies pour moi, je les donnerai à mes enfants. Mais si le Bitcoin que j'ai acheté $4000 vaut demain, comme je le pense, demain dans 10 ou 15 ans, $1 million, ce sera merveilleux. Pas simplement pour le gain, mais parce que je me dis, j'aurais été au bout de ma conviction. Voilà, au bout de ma conviction. Et il n'y a rien de plus frustrant quand tu travailles dans la finance que de te dire, oh, je le savais, mais j'ai pas osé y aller, ou j'aurais dû y aller. Moi, je n'aime pas ça. Allons justement sur le terrain de la conviction. C'est un sujet passionnant qui suscite un paquet de clivages et de débats. Ta conviction, du coup, c'est laquelle? Parce qu'en fait, on parlait de crypto-monnaie, c'était un peu l'usage, ou parfois même encore plus simplement de Bitcoin. Maintenant, le terme c'est de plus en plus crypto-actif, parce que c'est peut-être c'est peut-être une meilleure définition en tout cas pour le Bitcoin. Aujourd'hui, oui. Quelle est ta conviction? Est-ce que ta conviction, c'est qu'on a besoin d'avoir des actifs décentralisés, c'est-à-dire en dehors des États, ou est-ce que c'est qu'on a besoin d'avoir une monnaie qui n'est pas contrôlée par les États? Et je fais bien la distinction entre les deux. Est-ce que tu vois un futur plus dans la crypto actif ou dans la crypto monnaie? En fait, ma conviction est venue d'abord d'un constat. D'abord, tu constates et après, tu construis ta conviction. Je détiens pas la vérité universelle, c'est la mienne, elle m'appartient, mais peut-être que je me plante complètement et que tout ça va tomber. Bon, le constat, c'est quoi? C'est Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin. Il crée le Bitcoin en 2009, le lendemain des subprimes. Pour rappel, le subprime, c'est la plus grosse escroquerie financière mondiale où on s'est payé la tête du monde, où on a surendetté des Américains et qu'on se retrouve avec un système financier ultra connecté et mondialisé, complètement branlant, c'est-à-dire que le truc peut se péter la gueule en 2 secondes. Ouais. Donc on régule un peu, on coupe la tête de 2-3 banques, et on repart comme des gros cochons, avec des CDS et du quantitative easing, comme des porcs pendant 10 ans. Moralité, le moment où Bitcoin naît, c'est le moment où coïncide une prise de conscience mondiale que le système financier dans lequel on évolue s'est foutu de notre gueule, s'est payé notre tronche, et qu'il nous fait utiliser une monnaie surcentralisée, totalement factivement valorisée, alors qu'en vrai, on a imprimé au cours des 3 dernières années 30% de tous les dollars en circulation dans le monde, ils ont été imprimés au cours des 3 dernières années. C'est-à-dire que ta monnaie dans la poche, elle vaut plus rien. Alors, elle viendra toujours parce que on peut la tenir artificiellement. Mais la réalité binaire de la valeur d'un actif, elle est en train de s'éroder mécaniquement parce qu'on en a imprimé beaucoup trop. Et qu'en fait, le dollar et l'euro notamment et en particulier, sont irrémédiablement vouées à mourir à l'échelle de 50 ou 100 ans. Parce qu'elles vont transiter vers nos stablecoins, vers nos monnaies centrales, monnaies numériques de banque centrale, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est concomitamment à ça, les êtres humains sur Terre, 50% des êtres humains sur Terre ne sont pas bancarisés. Alors pas toi et moi, mais toi et moi, Boulevard Raspail, ne sommes pas représentatifs de la planète. 50% des 8 milliards d'habitants sur Terre n'ont pas de compte bancaire. En revanche, ils ont un téléphone portable et un wallet. Peut-être qu'il y a un petit changement qui est en train d'être opéré. Alors oui, le petit Africain au fin fond de la Côte d'Ivoire, il n'est pas représentatif pour notre marché, mais il représente 50% de la population mondiale. Et aujourd'hui, il s'échange des cryptos actifs ou du crédit de téléphone, parce que dans les pays africains, ça se fait beaucoup comme ça, et il n'utilise plus sa monnaie. Parce que sa monnaie est dévaluée et sa monnaie, elle est centralisée. Donc en fait, si je résume, tu as un peu 2 lectures. C'est-à-dire, en fait... Elle est anthropologique et macro. Dans les pays, entre guillemets, développés, on serait plutôt sur d'abord une transition vers des crypto-actifs qui nous protègent mieux que les banques centrales qui finalement aujourd'hui sont devenues déraisonnables. Et dans les pays plutôt en voie de développement ou sous-développés,
encore une fois, entre guillemets, on serait plutôt sur vraiment de la crypto-monnaie parce qu'en fait, on n'a pas de monnaie. Les pays en voie de développement, t'as jamais eu le réseau physique de téléphone. Ils sont passés au téléphone mobile tout de suite. Voilà, tu vois, donc il y a ils shiftent comme ça, ils passent comme ça des révolutions et ils vont directement à l'étape d'après. Et le dernier point, c'est une méfiance, voire une défiance de la part d'une majorité d'êtres humains sur Terre à l'égard des institutions financières. D'accord? Donc tout ça mis dans un shaker, tu te retrouves avec une évidence qui passe d'un constat à une conviction. Et après, je ne fais pas d'un cas une généralité. Dans ces cryptos, tu as beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de rien du tout, beaucoup de vent. Mais tu as quelques fondamentaux. 2 fondamentaux. Le Bitcoin, qui est une réserve de valeur à quantité définie à 21 millions, le fameux or digital. Et deuxièmement, la technologie. Parce que, je vais te donner un exemple très concret, je suis une société aujourd'hui, je fais un deal avec une boîte à Singapour pour lui acheter une machine pour 50 millions de dollars, je lui fais un virement de 50 millions de dollars, aujourd'hui en 2023, il va falloir attendre 5 jours pour que l'argent arrive et je vais payer 3% de frais de change. C'est un scandale. Tu fais ça en crypto, ça prend 4 minutes et tu payes 3 dollars. C'est QFD. C'est binairement pragmatique. Ouais. Là, je pense que tu penses par exemple à une technologie comme le Ripple. Notamment le Ripple ou le Stellar, voilà. Qui sont typiquement des technos qui, elles, opèrent pour les transactions financières, alors, qui utilisent une blockchain. Moi, mon niveau de compréhension, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Je suis assez convaincu par ça. Mais je trouve qu'il y a une ambiguïté qui est entretenue, pour le coup, sur ces cryptoactifs-là. C'est de, entre guillemets, faire croire que la crypto-monnaie égale la technologie. C'est beaucoup le cas sur l'Ethereum. Aussi, qui est la principale. C'est surtout le cas sur l'Ethereum. Qui est la principale techno utilisée sur toutes les différentes applications Web3. Quel est ton regard? Est-ce qu'il faut effectivement déduire de l'utilisation d'une techno sous-jacente une valeur pour le cryptoactif, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je vais te faire un parallèle simpliste et un peu grossier, mais pour comprendre. Les cryptos derrière un projet ou un protocole ou une techno, c'est comme une stock option. On peut le voir comme ça, d'accord? Le problème des stock options, c'est que, les stock options sur la finance centralisée, elles sont déposées, contrôlées, régulées. Dans la DeFi, tu peux générer autant de milliards de tokens que tu veux, et donc la valeur, il faut bien la surveiller, et elle peut être très relative. Ça, c'est la première chose. Donc, tu me parlais de Ripple ou de Stellar. Finalement, la valeur du jeton Ripple, le XRP, il dépend de 2 choses, de l'utilisation que l'économie réelle va faire de la techno, et la quantité de jetons générés ou burnés, c'est-à-dire brûlés, c'est-à-dire qu'on réduit pour générer une réserve de valeur limitée. D'accord? Maintenant, tu parlais d'Ethereum. Pour comprendre, si je vais faire encore un exemple très simple, c'est très très simple. Hein. Ethereum, c'est Google, ou Ethereum, c'est World Wide Web, le 3W, et Colbert, c'est les briques que tu mets dessus. Colbert utilise Google, Colbert utilise la fibre, qui elle-même te donne accès à Google, qui te permet de référencer Colbert. D'accord? Donc, tu as la brique, la genèse de la brique technologique de la blockchain, qui est le RC20, la blockchain Ethereum, et dessus vont se brancher des polygones, vont se brancher tout un tas de blockchains qui vont utiliser le tuyau, si je faisais vraiment un exemple très très simple. Mais l'intérêt d'Ethereum, c'est qu'il est le pivot central, il est la poutre centrale sur laquelle beaucoup de briques sont installées dans le Web3 en général. Donc pour le coup, le Ethereum, je pense, est un token qui a une vraie valeur. Donc la blockchain a un impact sur la valeur de la crypto. La blockchain a un impact, la quantité de tokens qui sont émis a un impact, et l'utilisation effective qui est faite. Il n'y a pas de nombre fini d'Ethereum, si? Alors pour l'instant, il y a encore une création d'Ethereum supplémentaire au burning, mais Vitalik Buterin a prévu à un moment donné un shift où on va arrêter. En fait, on va continuer à en fabriquer, mais on va en brûler plus qu'on en fabrique. Parce qu'il a tout à fait conscience qu'un des éléments déterminants de la valeur d'un actif, c'est sa rareté. Alors, il n'est pas dans la même logique parce qu'il y a des milliards d'Ethers qui sont en circulation, mais la quantité limitée d'un token, elle est importante. Mais il ne faut pas oublier que 2%, 3% de la population mondiale utilise les cryptos. Dans 20 ans, on sera peut-être à 90%. Il y a 20 ans, quand moi j'ai débarqué des États-Unis, il y avait 8% des Français qui avaient une adresse mail. Maintenant, 99% des Français ont une adresse mail. Il faut du temps. En fait, la valeur de tout ça ne se fera finalement que par l'adoption, donc l'utilisation. Là, Binance, par exemple, a signé un deal avec Ingenico pour permettre à des commerçants, depuis leur terminal de paiement Axiom, que tu puisses payer directement en crypto-monnaie avec ton QR code.
On y vient. Tu sais, nous, on fait ça avec notre téléphone sans contact, avec notre euro. Eh bien, on commence la technologie, la facilitation, je sais pas si elle se dit, la facilitation de paiement, elle passe aussi par les outils qu'on met à disposition pour que le commerçant et le client puissent utiliser les cryptos, qui vont passer de cryptoactifs, peut-être, pour certaines, à crypto-monnaie. Bon, écoute, toi, en tout cas, tu m'as convaincu sur ta cryptophilité en parlant de mots qui ne disent pas. Merci pour ces éléments. Peut-être un petit break. On aime bien ce format qu'on a désormais lancé avec Vincent la dernière fois, c'est le surcoté, sous-coté. On l'a appliqué à toi, on va pas te parler des actions chinoises, même si tu auras sûrement un mot à dire. Aujourd'hui, donc, le premier, je commence dans le dur, Ethereum. Surcoté ou sous-coté? Sous-coté. Ethereum, c'est sous-coté aujourd'hui. Ok. L'assurance vie? Ça dépend ce que tu mets dedans. Le fonds euro est totalement surcoté, parce que d'autant que la garantie au capital, elle est assez relative, mais ça peut être très surcoté ou sous-coté en fonction de ce que tu mets dedans. Ça dépend. Le métaverse. Le métaverse aujourd'hui est surcoté, mais il est sous-coté dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, on fait beaucoup de bruit autour de ça, mais il n'y a que quelques millions d'utilisateurs. Dans 10 ans, quand ce sera le prochain Meta, le prochain Facebook, le réseau social où il y aura peut-être 2 milliards de personnes qui se retrouveront tous les jours, on en reparlera. C'est peut-être qu'on ne connaît pas encore le métaverse, justement, qu'on va utiliser. Il y en aura plusieurs, de toute façon. Il y aura plusieurs métaverses. Ok. Et pour finir, un classique du marché de l'épargne en France, le livret A. Pardon, je connais pas. Le livret A, il est complètement surcoté parce que on lui vend des atouts merveilleux parce qu'il rapporte quand même 3%, c'est vachement bien. Et quand tu le ramènes à 6% d'inflation, tu perds 3% en fait. Donc je pense que c'est une chimère ce livret A. C'est une chimère, oui. Une vraie chimère. Parfait, merci Karl. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir un petit peu sur ce parallèle, puisqu'encore une fois, tu viens de la finance traditionnelle. Aujourd'hui, tu es un passionné et tu as fait l'exercice sur toi-même, ça prouve une vraie conviction effectivement. Maintenant, qu'est-ce que tu conseilles, comment tu abordes la crypto avec ton ancienne casquette? C'est-à-dire comment tu abordes la crypto comme allocataire d'actifs? C'est quoi le bon pourcentage que tu conseillerais à un investisseur, disons lambda, d'avoir en crypto? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, mais tu connais la règle, hein, ça dépend évidemment de ton profil d'investisseur. Donc, ça s'adresse déjà à des gens qui ont un certain patrimoine, d'une part, et surtout qui ont des profils plutôt ouverts ou appétants à une certaine quantité de risque, d'accord? On va dire équilibré à dynamique plus, d'accord? Pour cette typologie d'investisseurs, 3 à 5%, d'accord? Okay. Une toute petite partie. Pourquoi? Pour deux raisons. De l'épargne liquide ou de l'épargne totale? Du patrimoine global. 3 à 5%. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est encore une classe d'actifs très volatile. Donc, il y a une phase d'éducation à la volatilité. D'accord? Avant de faire de la voltige et de faire des loopings dans l'air, tu commences par monter dans un petit coucou juste pour voir quand ça fait comme ça si tu vas pas vomir, quoi. Donc, il y a une adaptation à l'oscillation d'un cycle. La deuxième, c'est l'éducation. La deuxième, c'est l'éducation. Je pense que tu es très attaché à ça chez Colbert. On l'était chez Net Investissement. On veut que nos clients ils sachent dans quoi ils investissent. D'accord? C'est pas parce qu'on leur a raconté une belle histoire et qu'ils nous font confiance. Ça suffit pas. Il faut que vous compreniez. D'abord, on est obligé maintenant par le DC, etc., de s'assurer qu'ils aient compris. Mais on veut qu'ils aient compris. Et malgré tout, au PCVM, fonds euro, livret A et immobilier, en gros, ils ont une idée quand même, les Français, de ce qui se passe. Les crypto-monnaies, ils pensent en avoir une. Ils pensent en avoir une. Ils ont en tout cas, ils ont une idée sur le sujet. Ouais. Les cryptos, ça nage dans le potage complet. D'accord? Donc d'abord, c'est s'éduquer. Donc j'ai fait des modules de e-learning, j'ai fait des vidéos, j'ai écrit un bouquin, parce que je pense que la pédagogie, elle est le prélude à l'adoption. D'accord? Pour que ce soit mainstream, pour que ce soit adopté en masse, il faut comprendre ce qu'on fait. Ou en tout cas avoir un avis qui va au-delà de le bitcoin, c'est pour dealer de la drogue et le terrorisme. Espèce de conneries comme ça, des fantasmes. Alors ça a été le cas pendant longtemps. Mais je vous rassure, beaucoup moins que le dollar. Mais donc si mon père vient de voir, par exemple, 63 ans, un patrimoine constitué, etc., toi tu lui dis... écoute, il faut que tu aies 5% de Bitcoin. Je lui dis pas il faut que tu aies 5%. Je lui dis rien, déjà. La règle d'or chez Net Investissement, c'est le client qui nous sollicite pour cette classe d'actifs. Là, je te parle pas en mode conseil, je te parle vraiment de tes convictions, le cryptophile que tu es. Tu dirais aujourd'hui, c'est une erreur de pas avoir cette classe d'actifs dans ton portefeuille. À 63 ans, si je reprends l'exemple de ton gars de 63 ans, ça dépend pourquoi il veut le faire. Est-ce qu'il le fait parce qu'il veut gagner du pognon? Est-ce qu'il le fait pour ses enfants ou est-ce qu'il le fait parce que intellectuellement ça l'intéresse ou est-ce qu'il le fait parce qu'il a une conviction? Ça va dépendre de toutes ces raisons-là. Mais tous mes copains qui ont une 50aine d'années autour de moi, ils y sont allés
à force de me poser des questions, que je leur en parle, etc. Mais je leur ai pas dit, il faut que t'en aies. C'est que je leur ai fait un petit cours de ce qu'il faut savoir. Ils ont pris conscience par eux-mêmes de ce qui était en train de se passer. Ils se sont dit, c'est peut-être pas con d'avoir 10 000 balles comme ça en Bitcoin. On sait jamais. Dans le doute, on sait jamais. Voilà. Ça passe comme ça. Et une fois qu'ils ont mis le pied à l'étrier, eh bien, ils s'éduquent eux-mêmes. Okay. Et petit à petit, ils prennent plaisir à apprendre. Mais le point de départ, c'est apprendre ça. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Pas tout, parce que c'est extrêmement complexe. Mais déjà avoir conscience de ce changement sociétal majeur. Changement sociétal majeur. Ok, et une fois que tu démarres, donc je me suis fait cette conviction, je me dis ok, je veux 3% ou 5% de mon patrimoine en crypto actif. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre un compte sur Binance. Comment est-ce que... Alors, il y a, je dirais, il y a un certain nombre de règles d'or. La première, c'est que tu passes par un exchange très clairement identifié, PSAN, prestataire de services d'actifs numériques. Tu éviteras... Régulé par l'AMF. Régulé par l'AMF. Donc, on va dire, en principe, plutôt bien cadré. On va éviter les plateformes totalement DeFi. Donc les plateformes DeFi, c'est des plateformes qui sortent complètement de tout contrôle réglementaire ou de conformité, parce que ça peut être merveilleux quand tu es très initié, mais aussi très risqué. Le passé nous a montré qu'il y a eu quelques gros accidents. Ouais. Donc un Binance, par exemple, c'est un très bon exemple. Moi, c'est souvent la plateforme que je conseille pour démarrer. Tu ouvres ton compte sur Binance, donc tu dois faire ton KYC, tu dois faire tout ton process de découverte client et donc d'identification client, traçabilité des fonds, etc. Et après, t'achètes un peu de Bitcoin, un peu d'Ether. Voilà. C'est Google et Amazon. Tu commences par ça. Il y a 22 000 et quelques cryptos. Il y en a à peu près 21 950 qui valent rien, ou 99% de probabilité de valeur à rien. Tu travailles sur le top 10, le top 5, et déjà, il y a suffisamment à faire. Le Bitcoin, c'est 2 millions de pourcents depuis sa création. C'est pas mal. Voilà. C'est correct. C'est correct. C'est correct. J'achète. Alors, j'ai cherché, j'ai pas trouvé mieux, mais, donc, en gros, il y a déjà bien à faire. Y compris même quand tu l'achètes aujourd'hui à 24 000 $. Ok, il y a deux choses. Donc, dans ce que tu dis, c'est acheter plutôt des blue chips. Des fondamentaux. Les blue chips. Les belles valeurs, en tout cas dans cet écosystème. Et deux, et alors là, ça me surprend plus, d'un vrai cryptophile comme toi, passer par un exchange. Parce que effectivement, le principe de la crypto, c'est quand même la finance décentralisée. On appelle ça la finance décentralisée. Et c'est donc de pas dépendre, en fait, d'un dépositaire. Et pourtant, en fait, on se rend compte qu'une grosse majorité des cryptos échangés sont encore faits sur des exchanges, donc via des plateformes centralisées. Donc en fait, la consommation aujourd'hui de la finance décentralisée est plutôt centralisée. Et on a eu le scandale FTX, tu me vois venir, cette année, qui était quand même le 3e plus gros exchange mondial, qui fait quand même clairement faillite, avec des pratiques vraiment douteuses. Du coup, j'aurais pu penser que tu allais me dire, attention, passe pas par un exchange. Quand tu débutes en finance, tu commences pas par faire un produit dérivé avec effet de levier sur une start-up indienne. Voilà, ok? Donc quand tu commences en finance, tu achètes Total, LVMH et Air Liquide, et c'est déjà pas mal. Donc, pour revenir à ta question, ouais, tu commences par une plateforme centralisée. Pourquoi? Parce que l'environnement, l'interface, même si Binance, je trouve que son interface est un peu pourrave, mais elle est assez proche à ce que tu connais, tu es habitué, d'accord? Ensuite, tu as quand même malgré tout, en particulier je prends le cas de Binance, ce qui n'était pas le cas de FTX, tu as quand même un tampon validateur ou vérificateur en amont de l'autorité des marchés financiers qui est censé te donner une certaine sécurisation des choses, d'accord? Il faut bien commencer quelque part. Et quand tu commences en crypto-monnaie, tu passes pas par une plateforme DeFi. Tu passes pas par une plateforme DeFi. Tu commences par faire quelque chose simple. Et une fois que tu as acheté tes cryptos, comme on en parlait tout à l'heure, tu les envoies où tu veux. Par exemple, sur une clé Ledger ou sur une plateforme DeFi. Tu peux aller ta faire crypto, elle est sur une clé Ledger? Pas tout. Mais une partie? Une grande partie. Une grande partie. Ouais, donc tu as quand même sécurisé une grosse partie de tes actifs. Enfin, c'est de la vraie finance décentralisée. Tu vois, tu me posais la question tout à l'heure. Je suis dans ma zone de confort parce que j'ai vendu, mais je vais pas faire n'importe quoi pour autant. Je l'ai fait pour le coup, voilà, par conviction. Sur ma ledger, j'ai 3 cryptos différentes, d'accord? J'ai du Bitcoin, de l'Ether, et j'ai une autre petite crypto. C'est tout. J'ai juste ça. Après, je suis sur plein d'autres sites et je teste beaucoup de choses, mais pour l'apprentissage, pour mon éducation. Mais en gros, comme on dit en crypto, buy and hold. Moi, j'ai acheté et je conserve. Je fais pas de produits dérivés, je fais pas d'effet de levier. Voilà, c'est ce que dit mon t-shirt. Je fais des choses très fondamentales, très basiques. D'accord? D'abord, parce que je pense qu'il y a largement suffisamment à gagner. Et puis parce que c'est pas ce que je vais chercher. Je vais chercher la conviction du changement profond sociétal qu'on va connaître au cours des 20 prochaines années. On va parler de ChatGPT. C'est la même chose. C'est dans la même veine. C'est la même chose.
Parce qu'aujourd'hui, je veux quitter la France. J'ai 15 millions d'euros sur mon compte et je veux partir, je sais pas moi, en Amérique du Sud ou aux États-Unis. Eh ben, avant de pouvoir transférer mes 15 millions, ça va être l'enfer sur Terre. Et pourquoi? Et vous justifiez pourquoi vous voulez envoyer l'argent. Et nous, on va pas l'accepter parce que c'est compliqué. On va vous prendre des frais. On va vous faire un contrôle. Alors que l'argent est propre, hein. Tu pars, moi je peux avoir 8 milliards de dollars sur ma clé Ledger, je vais à l'autre bout du monde avec. D'accord? Je suis propriétaire de mon actif. Je rappelle un truc très 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 important. Vous n'êtes pas propriétaire de votre argent sur votre compte bancaire. Ça n'est pas votre pognon. C'est important, Gustave, de le rappeler. D'accord? Il y a une loi qui s'appelle la loi Sapin 2. Le gouvernement demain peut dire, ah, pour solvabiliser les banques, je gèle les avoirs. C'est marqué dans la loi. Ah ouais, d'accord. Donc tout d'un coup, sans qu'on me demande mon avis, on gèle. Première étape. Deuxième étape, bon là, on a mis 10 ans de quantitative easing, on a envoyé la dette en stratosphère. Bon, bah, je vous remercie, on va venir prendre 5% au hasard sur vos fonds euros. Merci, monsieur, dame. Merci pour votre patriotisme. On vous demande pas votre avis. Alors, il y en a qui peuvent trouver ça formidable. Moi, je suis pas très chaud pour ça. Parce que j'ai payé beaucoup d'impôts, bien. Donc maintenant, je veux être propriétaire de mes actifs. Je veux être propriétaire de mes actifs et que je puisse me balader avec où je veux. En revenant un petit peu sur la thématique politique, il y a une vraie notion de liberté, je pense, à travers ces actifs. On voit effectivement que ça de détenir. Ouais, parce qu'on croit que son argent sur son livret A, il est protégé. Bah, demandons aux clients de Lehman ce qu'ils en pensent. Oui, effectivement, on est créancier de sa banque. On est créancier de sa banque. Mais c'est important de ne pas l'oublier. Non, c'est vrai, on l'oublie souvent. Ok, la probabilité est très faible. Mais n'empêche que c'est le cas. La loi Sapin 2, elle existe. Moi, j'étais CGP quand la loi Sapin 2, elle est passée. C'était fou. Et donc, tu te dis, quand cette loi est pondue, tu te dis, ils sont en train de nous préparer potentiellement demain. Ils anticipent peut-être quelque chose. Si ça arrivait, on n'a plus la main. On n'a plus la main. Ok. Et toi, aujourd'hui, du coup, tu as évidemment fait toute cette quantité de formation, tu as quand même écrit un bouquin aussi, mais tu as aussi monté, ou en tout cas cofondé une nouvelle structure qui s'appelle Hesiod. Hesiod. Et là, l'objectif, c'est assez intéressant, puisque c'est en fait de s'appuyer sur ce que tu connais, c'est-à-dire le monde des distributeurs d'épargne, pour justement évangéliser la crypto. C'est quoi le modèle d'Hesiod et pourquoi tu penses que c'est un modèle pertinent versus Binance versus... Le business model d'Hesiod, il est double. Le premier, c'est... D'abord, on a une technologie, parce qu'on a développé un protocole sur Polygon, qui est un layer 2. Donc, typiquement, Polygon est un protocole qui vient se brancher sur la blockchain Ethereum. On y revient. Qui permet, entre autres, deux choses pour tous les professionnels CGP et Family Office qui vendent de la crypto ou qui concèdent de la crypto à leurs clients et qui sont confrontés à deux problématiques. La première, c'est que souvent, un bon CGP, il va diversifier sur justement plusieurs plateformes, sur plusieurs supports, donc des cold ou des hot wallets, donc ça dépend de sa stratégie. Et il se retrouve à un moment donné avec un espèce de millefeuille très compliqué pour lui en termes de gestion de la data, si je puis dire, d'accord? Donc quand tu dois consolider et restituer une donnée en temps réel à un client, mais que tu as 5000 clients, que tu gères 80 cryptos sur 15 plateformes différentes, c'est l'enfer à gérer. Et aujourd'hui, il n'existe pas de technologie qui te permet d'avoir un outil de centralisation, un tube unique d'informations restitué, compilé et digeste, tant pour le CGP que pour le client. En fait, tu remets la multigestion finalement dans le... Là, c'est la tech, uniquement la tech. Ça, c'est la partie tech. Ouais. C'est la lisibilité de la multigestion, d'accord, sur une interface. La deuxième, c'est la preuve de réserve. FTX est un très bon exemple. Il y a eu un gros problème d'opacité sur les preuves de réserve, ce qu'on appelle la proof of reserve en anglais. C'est que quand une plateforme te dit j'ai tant de milliards ou tant de dizaines de milliards, à part celui qui le dit, on n'a pas la capacité d'en avoir la preuve, d'accord? Le protocole qu'on a déposé, qui s'appelle le protocole Hesiod, lui te permet d'afficher en transparence et en temps réel la preuve de réserve du CGP et de ses actifs, d'accord? Dans une société qui a besoin davantage de transparence pour s'assurer de la solvabilité de son conseiller, c'est un élément important. Ça, c'est le premier premier business model d'Hesiod. Et le deuxième, qui a été un peu freiné par les brillants députés européens avec tout ce qu'on peut faire pour bloquer le développement et le business en France, pour bien s'assurer que ça se fasse n'importe où ailleurs dans le monde, sauf en France, d'accord, nous empêche d'être PSAN pour le moment, parce qu'il fallait qu'on soit PSAN pour vendre et mettre sur le marché des fonds communs crypto.
D'accord? Un OPCVM en crypto. On lit un peu dans les médias que la France est quand même assez avant-gardiste sur la réglementation crypto et plutôt cryptophile, mais c'est pas ton opinion. Je ne sais pas quelles sont tes sources, mon cher Gustave. On dit ça. On dit ça. Bah, écoute, il y a des gens qui disent que la Terre est plate. Il y a, je crois, 100 000 platistes en France. Je les félicite. mais cela dit, non, trêve de plaisanterie. La réglementation telle qu'elle a été faite aujourd'hui, tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux, hein, pour t'assurer parce que je vais te dire un truc, tu prends un train Paris-Genève, 2 heures à peu près, et là tu règles ton problème. Ou alors tu restes ici, et puis tu peux pas développer ton business. Et comme les cryptos par définition sont mondialisés sans barrière, d'accord, Dubaï aujourd'hui, alors c'est tout et n'importe quoi Dubaï, n'empêche que tu as des pays comme Dubaï qui ont très bien compris et qui ont une réglementation très souple pour faire venir des capitaux et des cerveaux, parce que ça va avec généralement. Venez vous installer à Dubaï, venez faire votre business ici. Et depuis n'importe où dans le monde, tu peux faire des affaires n'importe où dans le monde. Donc si tu voulais faire mieux pour empêcher le développement de l'activité des cryptos en France, Mika peut pas faire mieux. Okay. C'est tellement contraignant que quand tu es un petit qui démarre, tout est fait pour que tu réussisses jamais. Donc il y aura des licornes, mais ailleurs qu'en France. Ok, donc Hesiod est encore en cours de développement, c'est ça? Non, parce que nous, en fait, notre activité core, c'est-à-dire la tech, notre protocole Hesiod, nous, on peut le vendre, on le vend déjà à des banques et à des family office, parce qu'on n'a pas la contrainte du PSAN. Mais ce qui nous éclatait, c'était de pouvoir faire la même chose qu'un fonds de gestion type OPCVM avec de la crypto. Il faut qu'on soit PSAN, notre dossier il est déposé depuis juillet, sauf qu'entre-temps, la loi a évolué et les contraintes d'obtention de son PSAN ont augmenté, sachant qu'il y a 3 personnes à l'AMF pour gérer la totalité des demandes. Donc il y a 24 mois d'attente. Donc on attend notre PSAN. Nous, on est prêts. Hein. Et pendant ce temps-là, on développe notre activité sur notre core business qui est la tech. Tu vends ta tech et en attendant, l'objectif in fine, c'est quand même de développer l'équivalent d'OPCVM, donc c'est des fonds. Des fonds comme un crypto. Des fonds comme un crypto pour faire émerger en fait des gérants stars, comme il y a dans la finance traditionnelle, et permettre aux particuliers d'investir accompagnés entre guillemets. Voilà, en fait, on veut pas nous-mêmes être gérants parce que c'est un métier. En revanche, et j'ai eu l'occasion d'en rencontrer, je pense à Surfing Bitcoin qui a eu lieu en septembre dernier à Biarritz. J'ai rencontré des CGP qui sont des vrais génies du trading de crypto, ce qui est pas mon métier, ce qui est pas le métier des fondateurs d'Hesiod qui sont des génies de la tech mais qui sont pas des traders. Ces gérants peuvent venir sur Hesiod, fabriquer leur FCC et le proposer avec toute la transparence du track record, de la volatilité, des perfs passés, toute la composition. Et c'est eux qui vont faire la gestion active du fonds et le CGP pourra faire investir ses clients dedans. C'est vrai qu'il y a une vraie demande pour ça. Bon, moi, dès que tu as un gars qui gagne un peu d'argent en Bitcoin, est-ce que je peux investir avec toi? Mais j'investis dans quoi? Exactement. La question, c'est j'investis dans quoi? Les gens sont prêts à donner leur argent à une personne physique. Mais fais-le pour moi, je sais pas faire. Donc il y a une vraie demande pour ça. Et ça va être intéressant à suivre. En tout cas, je trouve que c'est un beau projet. J'espère que la réglementation ira dans ton sens. Alors, j'espère pour l'écosystème. C'est pas que pour Hesiod, parce que finalement, nous, ça nous empêche pas d'avancer, mais c'est tellement dommageable pour la France. On est passé à côté d'Internet. La technologie Internet, avec nous, on a connu le Minitel, on était très en avance, et on a eu une réglementation tellement contraignante que c'est les ricains qui ont pris le business. C'est dommage. Ce serait quand même vachement mieux d'avoir Google et Amazon en France plutôt que de l'avoir aux États-Unis. Mais il y a, je sais pas, une chape de plomb. Ouais, mais c'est comme ça. Maintenant, moi, je parle beaucoup avec des professionnels de l'écosystème. Ils font 200 km, ils vont se foutre au Luxembourg ou en Suisse, et puis le problème est réglé. Donc c'est absurde. C'est absurde. C'est comme ça. Mais nous, ça ne nous empêche pas d'avancer. En revanche, pour revenir au fond comme un crypto, c'est ça qui est génial. À 2h du matin, le dimanche, tu appuies sur un bouton, t'arbitres. Aujourd'hui, quand tu veux arbitrer un OPCVM sur ton compte titre ou ton assurance vie, good luck. C'est quand même un peu inertique. Alors, on a fait des progrès. On y travaille, en tout cas. Mais c'est encore inertique. Là, l'avantage, c'est qu'avec notre protocole, ça peut se faire depuis ton salon à 2h du mat, si tu veux. Je rappelle que le marché des cryptos, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça tourne en continu. Il n'y a pas d'ouverture de marché, c'est tout le temps. Ok, très cool en tout cas d'avoir cette parenthèse et d'entendre aussi le cadre un peu politique. Mais je fais attention quand même. On voit quand même que ça... Non mais parce qu'au-delà de la politique, Gustave, je trouve ça dommage de s'obstiner à rater des transitions. Là, on est en train de parler pour le coup de création de valeur incroyable. Incroyable. On dit que le marché du Web 3 va créer davantage de richesses que toute l'histoire des 300 dernières années en termes de création de richesses au niveau mondial. On va réinventer une nouvelle planète. Le métaverse, etc. On est en train de vivre la naissance
d'une explosion de richesse au sens propre et figuré, quand je dis de richesse intellectuelle, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On régule en disant t'es un petit, tu démarres, mais je vais te taper sur la tronche pour être sûr que jamais t'y arrives. Comment ça, ils y arrivent partout ailleurs? Comment ça, il y a des licornes partout et nous, on n'y arrive pas? Je trouve ça dommage. Plutôt que de se dire, attends, essayons de comprendre. On est sur un business de l'argent, on est aussi un pays un petit peu plus défensif, et je pense que les scandales FTX, etc., et c'est pas le seul, ont pas aidé. Je pense que ça oblige un petit peu, comme on s'adresse aux particuliers, etc., ça oblige un petit peu le régulateur à prendre des dispositions un peu dures, peut-être avec des acteurs de bonne foi. C'est ça qui est dommage, effectivement, mais comprends bien ce que je dis. Je dis pas qu'il faut pas réguler. Moi, je suis pour une régulation. Il faut réguler parce qu'il faut protéger l'investisseur. Et le rôle de l'AMF, c'est de protéger l'investisseur. Oui, parce que des scandales FTX, t'as des gars qui se sont retrouvés sur le carreau en vrai. Ok. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant que tu t'obstines à tuer ton hexagone, le monde, on n'a rien à faire. Le monde continue. Alors, ça veut pas dire parce que le monde fait n'importe quoi qu'il faut faire n'importe quoi. Juste qu'il faut avoir conscience du terrain de jeu dans lequel tu évolues. D'accord? Si t'es le seul à faire un truc invraisemblable contre le monde entier, on n'a rien à faire. Faut juste trouver le juste milieu. Oui à la réglementation, oui à la régulation. Faut pas le faire en disant tu veux démarrer, il faut 2 millions de cash permanent sur ton compte, sinon tu peux pas démarrer. Ah oui, au fait, les banques peuvent pas rentrer au capital parce qu'elles ont pas le droit de toucher aux cryptos, c'est mal, c'est sale. Mais démerde-toi, je te regarde. Il y a de plus en plus de banques traditionnelles qui quand même se positionnent sur les cryptos. On y vient. Mais c'est très c'est anti-productif en termes d'innovation. Ouais, je comprends. On a des cerveaux géniaux, on a du talent, on a de la compétence. Et c'est dommage, c'est dommage. Alors, c'est pas politique, c'est plus un regret pour mon pays que j'aime. Voilà. Ok, écoute, en tout cas, je pense que ça souligne bien l'ADN de beaucoup de cryptophiles. Hein. Il y a quand même une idéologie à travers ce white paper depuis le départ et tous les early adopters. Donc, je parle du livre blanc qui a été fait par le fondateur mystique des bitcoins. Donc, je pense que c'est cool de voir qu'effectivement, t'as épousé en tout cas ta conviction. Pour revenir un petit peu à nos métiers initiaux et à la finance traditionnelle, il y a effectivement ce bouleversement des classes d'actifs. On en a bien parlé, je pense, qui ont bien émergé. Il y a un nouveau bouleversement aussi qui est en train un peu d'apparaître en ce moment. J'aurais bien aimé avoir ton regard là-dessus, toi qui as quand même poussé le conseil, l'humain à travers NetInvest et même à travers Vast & Van avant. C'est quoi ton regard sur l'émergence de ChatGPT et sur les conséquences de cette tech sur nos métiers? Il y a 6-7 ans, ça a été la grande mode des robots advisors. Je ne sais pas si tu te souviens. Si. Et on titrait partout, ça va révolutionner. Donc c'était des robots qui faisaient ton alloc, qui faisaient tes arbitrages, etc. Et ça a fait un flop. On ne parlait que de ça, et puis un an après, c'était terminé. Pourquoi ? Parce que je pense que la gestion active binaire du robot faisait le job. Il y avait des seuils hauts, des seuils bas, des seuils de déclenchement, ça fonctionnait. Mais il manquait ce qu'on appelle la fameuse relation humaine. D'accord ? Ça, tout le monde parle de la relation humaine, Le problème de ChatGPT, c'est qu'il faut comprendre que sa courbe de croissance, elle est à peu près 1000 fois supérieure à la nôtre en termes de courbe d'apprentissage. Donc son niveau de connaissance va être meilleur que le plus brillant des CGP du monde. D'accord ? Est-ce que tu l'utilises, toi ? Je l'ai testé, j'ai même fait un guide pour Net Investissement là-dessus, donc je lui ai posé des questions. On peut dormir tranquille pour le moment, d'accord ? Okay. Il n'est pas prêt du tout. Et en fait, il te donne des informations du type, quand tu lui dis quelles actions il faut acheter, il te dit, je ne peux pas vous donner ce type d'informations, mais il est important de vous renseigner, le mieux c'est de vous rapprocher d'un conseiller. Donc, mais ce que tu comprends, c'est que c'est qu'une question de temps avant qu'il soit capable de te compiler ce qu'on fait un CGP. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On fait de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique, mais aussi de l'intuition, on fait aussi de l'expertise, de l'expérience, et on prend en considération l'être humain qu'on a en face de nous, ce que le robot, pour le moment, ne sait pas faire. D'accord ? Toi qui fréquentes les clients, qui est au contact avec les clients, tu as des clients qui vont te dire qu'ils veulent prendre du risque alors qu'en fait, ils en veulent pas, et inversement. Donc, tu as tout le paradoxe de l'être humain qui fait qu'entre ce qu'il veut et ce dont il a besoin, ou ce qu'il est capable de prendre, etc., comme investissement, ça dépend. D'accord ? Et pour le moment, la machine, elle n'y est pas encore. Mais ce n'est qu'une question de temps. Et là où la machine va nous dépasser, donc maintenant, en tant que CGP, on peut dormir tranquille, mais peut-être que dans 5 ans, c'est quand la machine sera adaptée sa recommandation ou son conseil à la personne qu'elle a, d'accord ? Non pas par tranche d'âge ou par CSP, mais par rapport à toi, Gustave, et par rapport à moi, Karl. Parce qu'il aura bouffé la totalité de notre historique et de nos données compilées partout, et qui saura qui tu es mieux que n'importe qui. Tu lui diras bonjour, il saura déjà tout sur toi. Donc la machine va nous dépasser. Donc,
Comment un CGP aujourd'hui doit utiliser ChatGPT? Aujourd'hui, ça apporte rien, on a davantage de valeur ajoutée. Demain, il faut utiliser ChatGPT comme un super assistant pour te faire gagner du temps sur des questions simples, juridiques, légales, fiscales, où t'as pas besoin de te dire, attends, c'est quoi l'article fiscal dans le Lefebvre, déjà, non, lui, il le fait pour toi. Il t'en fait des synthèses. Tu lui donnes l'article fiscal, il t'en fait des synthèses. En plus. Moi, je l'ai fait contester une amende récemment. Je lui ai donné incroyable. Une amende, évidemment, pour un délit minime. Et je lui ai fait un PV de stationnement. Un PV de stationnement, une quantité de PV de stationnement, pour être transparent. Et je lui ai fait aussi synthétiser un contentieux. Ça, c'était pas mal quand même. C'est-à-dire que j'ai filé tout le contentieux. C'était une cliente qui avait un contentieux. Je lui ai donné tout le rapport et il m'a fait une synthèse magnifique du contentieux. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant pour le coup. Qu'est-ce qu'il a fait? Le deep learning, c'est quoi? C'est que tu as branché la machine à tous les articles de loi, le droit civil, fiscal, etc. Donc il l'a bouffé, il l'a compilé, et il est capable de te le restituer et de te reformuler si tu veux. Synthèse. Si tu sais lui poser les bonnes questions, il produit une bonne synthèse. L'air de, pour moi, c'est un peu. Après, moi, sur ChatGPT, je suis un petit peu ChatGPTophile, un petit peu comme toi, tu es sur la crypto, mais moi, je pense que c'est un petit peu l'air de l'intelligence émotionnelle, en fait. C'est que ce que ChatGPT sait pas faire, ça va en fait renforcer les qualités des qualités professionnelles qui étaient peut-être sous-valorisées, et notamment en France, pour revenir sur le sujet, qui sont ces qualités interpersonnelles, etc. À mon avis, c'est l'âge d'or pour ces talents, pour ceux qui savent utiliser ces technologies et qui savent justement le mieux, finalement, le plus vite comprendre les clients, le plus vite comprendre le besoin des clients, le plus vite créer des relations, parce que finalement, c'est ça, comprendre les clients. Je te donne mon avis. Non, mais je le partage, je réfléchis à ce que tu dis, parce que je le partage, et comment tu le remets dans le contexte de ta question, comment un CGP fait pour survivre et fait pour utiliser et exploiter intelligemment cette techno, d'accord? Eh bien, il faut qu'il se l'accapare. Il faut qu'il la prenne pour lui, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut que... Je pense que ça sera pas avant un certain temps que les gens iront directement sur OpenAI pour poser une question en termes de conseils d'investissement. Mais ils passeront pas leur CGP, qui se sera servi de ChatGPT pour compiler une information, faire un dossier, etc. Parce qu'il y a beaucoup de matière qualitative sur ChatGPT. En revanche, quand tu lui demandes aujourd'hui, c'est quoi les 5 actions dans lesquelles il faut que j'investisse en février 2023, non, c'est pas ça encore. Il sait pas faire. Okay. Mais c'est qu'une question de temps. Bon Karl, merci déjà beaucoup d'être venu avec grand plaisir. Nous voir ici à Paris en plus, puisque je rappelle que tu es bordelais, donc un beau déplacement, un beau déplacement pour nous voir, ça nous flatte et ça nous honore. C'était hyper intéressant d'aborder tous ces points. C'est assez rare de pouvoir passer de la crypto à ChatGPT à la gestion de patrimoine classique, donc merci pour ce tour d'horizon. C'est ça qui est bon. C'était très très cool. Donc pour tous ceux qui connaissent pas Karl, je vous invite à le suivre sur LinkedIn, il est assez actif. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sur lesquels on peut te retrouver? LinkedIn, je suis que LinkedIn. YouTube, mais surtout LinkedIn. Ok, c'est ton réseau de prédilection. Et avant de conclure, peut-être, je pense que ça intéresse les gens, parce qu'on a vu que tu t'es quand même beaucoup nourri à travers tes différentes remarques aujourd'hui. Est-ce que tu aurais 3 conseils de lecture pour nos auditeurs aujourd'hui, notamment sur ces questions qui sont quand même vastes? Alors, je suis passionné d'anthropologie. J'ai 3 bouquins qui m'ont permis aussi de venir vernir et enrober un peu toute ma réflexion globale depuis toutes ces années. La guerre des intelligences de Philippe Alexandre, ou Laurent Alexandre. Les 2 bouquins de Noah Harari, Homo sapiens et Homo Deus, magnifique. Je recommande également. Mais extraordinaire. Parce qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire la guerre des intelligences, c'est ce dont on parlait juste avant. Mais quand même, Homo sapiens, excusez-moi la digression, mais c'est, Homo Deus. Homo Deus. C'est extraordinaire parce que. Il a écrit il y a 4 ou 5 ans. Je le lis, dis-toi, en vacances, début 2020. Plus d'épidémie. plus de guerre. Et plus de famine. Voilà. Et bim. Et je le lis dans un transat, dans un bel endroit en mars 2020. Je dis oui, effectivement. Ouais. Et après, on prend épidémie. Donc ça reste passionnant, mais c'est vrai que ça rend modeste aussi. Mais c'est génial de voir sa capacité à se projeter. Et je viens de terminer L'âge de la connaissance. d'Idriss Aberkan, qui est un bijou, ce bouquin, un bijou. Il t'explique que le 21e siècle, ça va pas être les tech, la fintech, ça va être les coral tech avec les coraux, la biotech, la phytotech, les shark tech,
C'est-à-dire en fait toute la connaissance de demain, elle est dans la nature, et que on a passé 500 ans à la détruire, et que en fait tout était à nos pieds. En fait, on s'en rendait pas compte. Et que tu as par exemple un petit ver de terre microscopique sur les plages en Normandie qui a un hémoglobine universel. Qui te permet de faire une transfusion sanguine pour n'importe qui, et quand tu fais une greffe, tu as 99% de chances de pas avoir de rejet. Et elle était sous nos pieds dans les plages. Donc tu as des milliers d'exemples comme ça qui donnent, fascinants, et tu as des boîtes aux États-Unis qui ont levé des milliards ou des millions et qui sont en train de développer des solutions pour mieux vivre demain. Et donc la connaissance, et faire un parallèle avec l'investissement, les boîtes dans lesquelles il faut investir demain, eh bien il y a une partie des réponses dans ce bouquin de l'âge de la connaissance, quand on sait lire entre les lignes. Celui-là, je l'ai pas lu, donc c'est fascinant. Je le lirai avec plaisir. Et bon, je pense qu'on est aussi à l'ère de l'audio, c'est un peu l'objectif de ce format, même si c'est un format audio-vidéo. Est-ce que tu as 3 conseils de podcast sans compter ou en comptant La Forge, comme tu veux? Alors, La Forge, bien sûr. Passion Patrimoine, qui est un super podcast animé par Karine Dany. J'ai eu l'occasion de faire un podcast avec elle. Donc, elle est dans l'écosystème de la finance et de la gestion de patrimoine. Elle reçoit des figures emblématiques de la profession. La Fabrique du Savoir, qui, je crois, est gérée par Le Monde, le journal Le Monde. Et puis, je reviens à mon Idriss Aberkane, que j'adore. Tout ce qui est ses conférences, ses podcasts, ses vidéos. C'est tellement intelligent. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. Personnage clivant, mais non, mais je l'assume complètement. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est son intellect, c'est sa manière qu'il a de ne pas rester dans la ligne. Un entrepreneur, il doit think out of the box en permanence, et lui, il est anticonformiste, et j'aime ça. Qu'on soit d'accord ou pas, la question n'est pas là. C'est enrichissant parce que je pense que pour avancer dans la vie, faut toujours challenger ses croyances, toujours remettre en question ses croyances, jamais s'asseoir sur ses certitudes, d'accord? Parce que si ça fait 20 personnes ou 30 personnes qui pensent différemment de toi, peut-être qu'il y a une part de vérité. La question n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, c'est est-ce que je peux me nourrir pour enrichir ma connaissance. Ok, passionnant. Et le mot de la fin, peut-être un conseil pour ceux qui... Parce que je sais qu'on a parmi nos auditeurs beaucoup de gens qui veulent entreprendre ou qui entreprennent. Et comme on a la chance d'avoir un entrepreneur cette fois-ci, est-ce que tu as peut-être un conseil pour les entrepreneurs que je pourrais appliquer d'ailleurs? Dans la chambre de mes enfants, et j'ai 2 garçons, en face de leur lit, donc ils s'endorment avec ça tous les soirs, j'ai accroché un papier où c'est marqué « Vous êtes votre seule limite ». Le conseil ou l'avis que je pourrais partager avec celles et ceux qui nous regardent, c'est n'ayez pas peur d'entreprendre et n'ayez pas peur d'échouer. Parce que la seule chance de ne pas échouer, c'est de jamais essayer. Donc vous échouerez, c'est pas grave, mais vous l'aurez fait. Donc soyez avide d'apprendre et n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce qu'on a passé ma vie à me dire c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, c'est pas pour toi, gna gna gna. Fuck that, d'accord? Je le fais, je prends des grosses tartes dans la tronche, parfois on se plante, mais quelle satisfaction de se dire ah c'est pas possible, je vais le faire et ça fonctionne. Donc pas simplement par rébellion, mais c'est parce que quand vous avez quelque chose qui brûle en vous, qui vous anime, n'ayez pas peur de le faire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Très cool. Merci beaucoup, Karl. Merci, Gustave. D'être venu et à très bientôt. À très bientôt, salut.